Bonsoir et bienvenue à tous sur notre live Facebook du Congo Synergy Club. Aujourd'hui, je vais recevoir un panel d'intervenants pour intervenir sur le thème Congolais allergiques à la réussite. Donc, pour répondre à cette question, je vais interroger des personnes qui sont actuellement présentes sur le plateau, donc Ursula Dombele et Mutombo Régis Katalai. Et nous aurons également plusieurs intervenants, mais qui nous suivront en duplex et qui vont pouvoir intervenir, donner leur avis et leur retour d'expérience. Donc, je suis Leslie, présidente du Congo Synergy Club. Qu'est-ce qu'est le Congo Synergy Club? Pour rappel, le Congo Synergy Club est un club de professionnels et d'entrepreneurs d'origine congolaise. Donc, moi, Ursula et Mutombo Régis, je vous connais. Pour en savoir un petit peu plus sur vous, j'invite donc les spectateurs à regarder cette petite présentation de vos deux activités respectives. On se retrouve après. Welcome to Kinshasa, an African megacity with 15 million inhabitants and around 60,000 taxis to help navigate its many streets. But after sunset, taking a taxi has become riskier. Kidnappings in taxis are so common that they happen up to 5 times a week. It's said that necessity is the mother of invention. Meet Ursula and Magali, two of Kinshasa's entrepreneurs who have had enough of living in fear. When I heard that people are getting kidnapped in the taxi and one of my cousins get kidnapped in the taxi, I was like, okay, we need to find a solution. We need to know how we can bring accessible mobility to all the population. They launched the Hoja app with an aim of making it safer for people to take taxis. Someone can download the application and through a very user-friendly interface can actually scan his car and get information about the driver, the associated car, and actually make the right decision as of whether or not to take a taxi. So far, around a third of the city's taxi drivers have signed up to Hoja. Transport officials say kidnappings in Kinshasa are down. Remember how I said there were around 5 kidnappings a week? According to transport officials, there have only been 5 kidnappings in the last 10 months. So what's next for the app? French telecom giant Orange has partnered with Hoja with the ambition of launching the app across other African megacities, including Lagos and Dakar. Problem in all the finish. We could try to enjoy. Byline on the finish. Oh, we could try to enjoy. Sekata kata uru uru not the finish. We could try to enjoy. Problem in all the finish. So we could try to enjoy. We could dance like Luala. Yeah, Luala. We could dance like Luala. Yeah, Luala. We could dance like Luala. Alors, j'ai qu'un seul mot, j'ai juste envie de dire waouh. Ursula, qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images, revoir ce reportage sur la BBC, de ton parcours, de ton entreprise? Enfin, quand tu vois ça, tu te dis quoi? Tu te dis j'ai réussi? Je me dis que les premières pierres sont posées et que maintenant il faut vraiment aller convertir l'exercice et vraiment continuer à avancer. C'est vraiment ça le leitmotiv là, c'est continuer à avancer, ne pas lâcher l'affaire. Très bien. Et toi, Mutombo Régis, on a vu donc un récap de l'événement Business Africa que tu as organisé. Enfin, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce que tu estimes que tu as réussi ou que tu as un modèle de réussite pour les autres? Alors, j'aime pas vraiment le terme réussir ou réussite. Surtout quand on est entrepreneur, on comprend qu'on n'a jamais vraiment réussi. Un modèle de détermination, oui, parce qu'on part de pas grand-chose pour réaliser ce genre de choses qui est apprécié d'un grand nombre. Donc oui, effectivement, un modèle de
de détermination, mais réussite, c'est un trop grand mot. D'accord, j'ai l'impression que les gens n'aiment pas trop le terme réussite. On n'a jamais vraiment réussi. Oui, et puis il existe autant de réussites qu'il existe de personnes. Chacun a sa définition de la réussite. J'en profite pour faire un petit aller-retour sur le duplex et demander donc à Elvis Adidiema, qui est donc le directeur général de Sony Music Africa. C'est le premier Congolais justement qui est nommé à ce poste-là. Qu'est-ce que ça fait d'être le premier d'une longue série, on espère? Est-ce que tu estimes que tu as réussi? Et qu'est-ce qui fait que toi, en fait, tu as réussi à atteindre ce niveau-là? Quand je parle de niveau, c'est en termes de responsabilité. Qu'est-ce qui fait la différence? Quel est ton secret? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour que nous aussi, on puisse comme ça saisir les opportunités et surtout savoir les identifier? Quel est ton secret? Oui, donc je disais, secret, c'est un bien grand mot, je pense. En tout cas, c'est vrai que c'est une grande fierté pour moi. C'est énormément de travail et c'est la récompense de tout ça. Après, je pense que l'idée dans tout ça, c'est de montrer que tout est possible, qu'on peut atteindre tout type de poste et dès lors qu'on s'en donne les moyens, on peut arriver à ses fins. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je relativise énormément parce que je pense que c'est juste une étape. C'est juste une étape dans ma carrière personnelle, dans mon développement. Et il faut montrer aux gens que tout est possible à force de travail. C'est ça que je retiens, moi, de ma nomination aujourd'hui. D'accord, merci Elvis. J'en profite également pour demander l'avis de Aristote Monga, qui est donc membre du réseau Congo Synergy Club et qui est également le CEO de PPSP, qui est une entreprise spécialisée dans la sécurité. Alors Aristote, moi ma question c'est déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter rapidement en 2 mots et ensuite me dire comment tu... je te laisse te présenter et puis je poserai ma question après, vas-y. Voilà, donc je suis donc Aristote Monga, j'ai 32 ans. Je suis donc le directeur général de PPSP, qui est une société spécialisée dans la surveillance et le gardiennage. Donc concrètement, on met en place des agents de sécurité, on propose des prestations de sécurité dans différents types de sites, essentiellement dans la distribution, c'est-à-dire des magasins actuellement. C'est ça qui compose la plus grande partie de notre clientèle, mais aussi des sites comme des écoles privées. Et tu as combien d'employés dans ta structure? Combien d'employés? Pardon? Combien d'employés? Alors aujourd'hui, on monte à environ 70 salariés en temps plein, ce qui est énorme. Ça nécessite beaucoup de travail de management. Donc répartis essentiellement dans l'Île-de-France. On a travaillé un petit peu hors Île-de-France, en Charente-Maritime et à Lyon, depuis une époque, mais maintenant ces marchés-là sont courts. D'accord. Donc on est concentré essentiellement sur l'Île-de-France. Ok, très bien. Donc en fait, toi, Aristote Monga, tu as 32 ans et tu fais vivre 70 autres personnes. Voilà, c'est vrai que c'est une... Et plus, parce qu'ils ont des familles, etc. Et donc moi, j'ai envie de te poser la question. La moyenne d'âge de tes salariés, c'est quand même des tontons, des papas, et puis même le secteur de la sécurité. Quand on entend le gardiennage, on pense tout de suite à nos tontons, nos oncles. Mais comment ça s'organise, en fait, le rapport du fait que toi, tu es 32 ans, que tu es 70 employés, et que eux, finalement, ils sont beaucoup plus âgés. Enfin, ils se disent pas à un moment, mais c'est moi qui devrais être à la place d'Aristote, ou comment tu y vives, en fait, cette réussite que tu as. Et eux, le fait d'être employés, le fait d'être des papas, d'être employés, comment ça se passe la relation employé-employeur? Alors, du fait que je suis là-dedans quand même depuis quasiment 7 ans, donc ça a commencé encore beaucoup plus jeune, il a fallu tout de suite mettre en place un mécanisme, autant pour moi que pour les salariés, qui pose le cadre en fait. Donc, je ne me suis jamais mis dans une posture de paraître, faire le chef. Il faut être un chef, mais en respectant les personnes qu'on a en face. Donc, et ça, la forme est très importante. Par exemple, je me présente jamais au bureau sans être en costume. Ça paraît un élément très simple,
Alors, il y a une dimension commerciale quand je vais chez mes clients, mais il y a aussi une dimension Positionnement. voilà, voilà, avoir vraiment le costume du chef d'entreprise. Ça permet de poser le cadre. Avoir un discours très respectueux vis-à-vis d'eux. Je ne tutoie aucun de mes salariés, même si, connaissant un peu nos tontons africaines, l'affectif vient très vite. Je me suis toujours interdit d'entrer dans l'affectif parce que le jour où il faut poser l'autorité, il faut se positionner vraiment dans un discours un petit peu tranché. Si vous vous êtes laissé aller uniquement dans l'affect, ça ne marche plus. Donc, le management, il s'appuie sur ça. C'est vraiment une relation franche, directe. Mais au fil des années, je n'ai pas eu de gros problèmes vis-à-vis de ça parce qu'ils se sentent respectés et ils me respectent en retour malgré mon jeune âge. Vraiment, l'âge devient anecdotique parce qu'ils voient que le fonctionnement de l'entreprise est correct et à leur témoignage par rapport à d'autres entreprises qu'ils ont connues de sécurité, ils sont très bien chez nous parce que voilà, les choses sont assez carrées et D'accord. j'impose. Et moi, la question que je me pose, parce que toi, tu es dans le secteur du gardiennage, de la sécurité, Elvis, il est dans le secteur de la musique, de l'entertainment, du divertissement. Et là, la question, je la pose un peu plutôt à Ursula et à Mutombo Régis, mais si vous avez aussi une réponse à nous apporter. Pourquoi les Congolais, on entreprend souvent dans les mêmes secteurs? C'est-à-dire que soit c'est pour la sécurité, le gardiennage, soit c'est tout ce qui est divertissement. Est-ce qu'on ne s'est pas déjà trop diverti en fait? Soit c'est la musique, soit c'est le maquillage, soit c'est la coiffure, soit c'est la beauté, soit c'est... Pourquoi toujours dans ces secteurs-là en fait? Est-ce qu'on ne s'est pas trop diverti? Et pourquoi on n'entreprend pas dans, je sais pas, dans la science, dans, je sais pas, la finance, dans des secteurs voilà, qui peut faire grandir un pays et peut voilà, répondre aux besoins, enfin ouvrir un hôpital, voilà. Pourquoi en fait ces secteurs-là du divertissement? Est-ce que parce qu'on a plus de facilité? Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi il n'y a pas des Congolais dans d'autres secteurs un peu plus, on va dire, stratégiques? On est toujours dans le divertissement, les choses comme ça. Tu me titilles parce que du coup, pour le coup, il y a une chose que tu as dit qui est clé, c'est pourquoi on n'entreprend pas dans des secteurs, entre guillemets, utiles où on répond à un besoin. C'est un peu la logique que moi j'ai eue personnellement par rapport, je ne sais pas Régis, mais moi c'est la logique que j'ai eue quand j'ai voulu lancer Oja. Pour le coup, c'est bien que tu nous poses la question parce que j'ai l'impression qu'on est des contre-exemples de ce que tu dis. C'est que moi je suis une femme, je suis jeune, française quand je suis au Congo, congolaise quand je suis en France, donc franco-congolaise. Et j'arrive dans le transport, dans les taxis, mais pas dans le transport où j'achète mon taxi et je le mets en location. Ouais. Non, dans du numérique en plus. Donc du coup, partout sur Terre, quand j'arrive, on se dit, ok, donc elle, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Quand j'arrive dans un salon du numérique, je suis une fille un peu chétive comme ça, ok, en plus noire pour le coup, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Quand je vais voir un ministre du Transport, qu'est-ce qu'elle va me raconter? Mais quand je vais voir mon chauffeur de taxi pour lui expliquer le bienfait de Oja, finalement, j'ai un avantage d'être une fille et du coup, je suis inoffensive pour lui. Donc, en vrai, pour moi, je pense que aujourd'hui, nous, cette génération de Congolais-là, on n'est plus du tout dans une histoire de « Ah, il a fait comme ça, moi aussi, je vais faire la même chose ». Non, au contraire, on va saisir l'opportunité. Tu vois. C'est intéressant ce que tu dis parce que on a tenu le salon Business Africa il y a de ça 3 mois et j'ai dû constater qu'il n'y avait que très peu d'entrepreneurs congolais. Cependant, ils étaient dans des domaines divers. Alors, même quand des fois on parle d'entertainment ou dans le gardiennage ou autre, je suis persuadé que c'est monsieur Nonga ou Elvis que je connais bien. Elvis a commencé dans les médias. Ouais. Et c'est vrai que moi-même qui suis dans les médias, qui vient de cet univers-là de communication, c'est vrai que ce n'est pas un secteur dans lequel on avait l'habitude de voir des Congolais. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, on a été en Europe, on a eu des parents qui nous emmenent d'ici et qui a fait qu'on soit formés. Et il faut comprendre aussi le Congolais. Le Congolais est quand même, il est beaucoup plus créatif que le Ouest africain.
par exemple, qu'on côtoie beaucoup, les Maliens, les Sénégalais, qui sont très créatifs aussi, mais qui sont beaucoup plus travailleurs. Alors maintenant, si nous, Congolais, nous arrivons à ajouter à notre créativité de la rigueur, mais aussi des domaines comme la communication, ou même dans le gardiennage. Ça veut dire que dans tous les secteurs, il y a la possibilité de créer. On a fait un événement, on a créé, qui n'existait pas encore. Mais c'est toujours dans un secteur de communication événementielle. Alors, si on peut ajouter la créativité du Congolais, ici, il peut l'appliquer dans plusieurs domaines, il ne faut surtout pas se dire pourquoi on n'est pas comme les autres. Il faut se dire on a nos qualités, c'est important de côtoyer aussi les autres. On est très particulier, mais on a notre particularité. On a la possibilité aussi, si on arrive à côtoyer, parce que j'en côtoie beaucoup, comme on les appelle les Ndingari, les Westaf, c'est-à-dire donc les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, si on arrive à les côtoyer un petit peu plus, on peut aussi prendre de leur richesse, richesse intellectuelle, et appliquer aussi notre richesse, qui est aussi notre créativité, pour pouvoir faire un très beau Congo. Quand on parlait du secteur, juste pour finir, par rapport à tout ce qui est hôpital, on a beaucoup de nos mamans, ou nos cousines, nos sœurs, qui sont infirmières. Et ça veut dire qu'elles sont aussi dans ce secteur médical. L'idée, c'est aussi qu'il y ait plus de médecins. C'est vrai qu'on n'en a pas encore assez, mais on en a. Il y en a aujourd'hui beaucoup plus de juristes et d'avocats. Ça veut dire que cette communauté et cette population congolaise est en constante évolution. Moi, j'ai une petite question justement sur ce que tu dis là. Est-ce que on aimerait en avoir plus, mais peut-être qu'ils existent et qu'on ne les voit pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se mettent en avant ou qui sont des entrepreneurs essentiellement sur les réseaux sociaux, mais il y a des entrepreneurs comme toi, Ursula, comme Harris qui emploie 70 employés. Enfin, on le connaît pas, ils ne se marketent pas. Peut-être que c'est juste aussi qu'ils n'ont pas l'espace pour exister, et il faudrait peut-être aussi penser à leur donner un peu d'espace. C'est pour ça que le Congo Synergy Club est là, et c'est une superbe, et c'est important de le rappeler, super initiative, parce que ça permet à ces professionnels et ces entrepreneurs-là qui aussi manquent de visibilité, de pouvoir, en avoir, mais en plus de ça, qu'on puisse aussi les identifier. Parce que le problème, c'est qu'on a du mal chez nous à identifier, et c'est le souci qu'on a, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Ursula, c'est difficile de penser à se marketer ou marketer son activité quand on passe autant de temps dans le travail. Dans le travail, oui. Dans le travail, parce qu'on veut justement, et je pense que c'est peut-être aussi une bonne chose qu'on ne se markete pas autant, parce que ça veut dire qu'on passe aussi normalement du temps à travailler et aussi surtout à exceller. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, c'est un thème très intéressant, on pourrait encore rester plusieurs minutes, mais ce que je vous propose en fait, c'est quand même d'aborder notre deuxième thème qui est en lien avec ce qu'on vient de dire. Donc notre deuxième thème, c'est le mindset comme leitmotiv. Alors, pour notre deuxième thème autour du mindset, je vais donc interroger de nouvelles personnes en duplex. Donc, on va avoir Ghislain et nous aurons également David Tati. Alors, moi, sur le mindset, j'ai d'abord une question à vous poser à vous deux. C'est, est-ce que, je connais la réponse, mais je vous la pose quand même, quelle a été l'importance de votre mindset? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, franchement, mon mental, ça m'a sauvé. Heureusement, j'ai que ce mental-là. Toi, Ursula, est-ce qu'il y a eu un moment comme ça où tu te dis, franchement, j'ai un mental d'acier et ça m'a sauvé, ça m'a permis de me dépasser? Moi, c'est une bonne question et je suis contente que tu me la poses. Mon prénom, on a souvent deux prénoms, les Congolais. Mon prénom congolais, d'ailleurs, c'est mon premier prénom, c'est Luzizila, en Kikongo, qui veut dire la persévérance. Okay. Et j'en ai fait une religion, la persévérance. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas arrivée là où... Tu vois, même mon ton de voix a changé. Tant que je ne suis pas arrivée là où je m'étais projetée, je ne peux pas m'arrêter, en fait. Il y a un truc que Régis disait tout à l'heure, c'est la détermination. Et ça, c'est vraiment ça qui... Je pense que c'est d'ailleurs le leitmotiv de tout entrepreneur, c'est qu'il y a une soif en toi. C'est difficile, mais c'est tellement... Ça te permet de te lever le matin, de déplacer des montagnes, vraiment, clairement, au sens propre. Donc du coup, c'est ça, c'est mon prénom qui veut dire la persévérance qui fait que je m'accroche, en fait, chaque jour. Et toi, Régis? C'est clairement, c'est vraiment la même chose. C'est vraiment la même chose, la persévérance. On se dit que ce qui est important, c'est vraiment le pourquoi on fait les choses. À partir du moment où le pourquoi on fait les choses est ancré en nous et on est convaincu, parce que
beaucoup se lancent aussi et s'arrêtent Ouais. parce qu'ils ne sont pas En fait, véritablement… il faut d'abord s'interroger et se demander pourquoi on fait les Pourquoi, choses. pourquoi on fait ça? Et à Ouais. partir du moment où on est convaincu et on sait le pourquoi on fait les choses, bah pour nous, c'est fini, il n'y a plus rien qui nous arrête. D'accord. Moi, maintenant, j'aimerais poser une question à Ghislain. Ghislain qui est en duplex, j'ai une question. Est-ce que tu penses que le Congolais a le bon mindset pour être entrepreneur? Je vais juste préciser quelque chose. J'aimerais que tu nous fasses une réponse assez rapide, s'il te plaît. Parce que je sais que tu pourrais écrire un livre sur le sujet, Ghislain. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre rapidement à cette question? Est-ce que tu penses que le Congolais a le bon mindset pour être un entrepreneur? Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Quand vous regardez à Kinshasa, dans la plupart de nos villes, il y a nos mamans qui entreprennent. Donc, en tout cas, pour moi, toute personne peut être entrepreneur, toute personne peut avoir ces mindsets d'entrepreneur. Par contre, les invités sur place ont bien souligné, je pense qu'il faut avoir une vision, il faut être persévérant, il faut avoir des qualités hors pair pour être différent, en tout cas arriver à avoir un bon résultat. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est un état d'esprit. En tout cas, c'est ce que j'ai dit souvent, c'est un état d'esprit. Et je sais que beaucoup de personnes peuvent l'acquérir. Peut-être on n'est pas avec, mais on peut l'acquérir au fur et à mesure qu'on avance avec des expériences, avec les réussites et les échecs. D'accord, merci. Et j'ai une question cette fois-ci pour David. David, est-ce que tu arrives à… Tu pourrais répondre à cette question et je vais la poser à David, mais j'aimerais avoir la réponse de chacun. C'est pour vous, quels sont les freins en fait? Quels sont les freins pour avoir un bon mindset? Parce qu'on sait très bien qu'avoir un mindset, tu ne te réveilles pas du jour au lendemain comme ça et tu as le bon mindset. C'est un apprentissage, c'est un processus, mais il y a quand même des choses qui freinent en fait le bon mindset, pas que pour être entrepreneur, mais pour réussir, pour se surpasser, pour être excellent. Et moi, je vais un peu poser une question. Est-ce que la culture, la religion, c'est pas des fois un frein à la réussite finalement? Alors, je ne sais pas si bonsoir à tout le monde, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend très bien. Déjà. Oui, alors je vais essayer de répondre à la question. Pour moi, oui, effectivement, tu as mis 2 points en avant, c'était la culture et la religion. Mais j'ajouterais aussi la famille. Pourquoi ça? Parce que on va pas commencer par la famille, parce que la famille elle a beaucoup d'attentes envers ses enfants, parce que c'est normal. Mais on a aussi la pression familiale qui ne permet pas de s'exprimer. Ça veut dire qu'on doit s'exprimer pour nos parents avant, de s'exprimer pour nous-mêmes. Donc même si on a la motivation de faire quelque chose, on a souvent des freins par rapport à ça, qui ne permettent pas forcément d'avoir, même si on a le mindset, le leitmotiv qu'il faut pour qu'on puisse faire tout ce qu'on veut. Maintenant, la culture aussi, parce qu'on a une culture qui est très… David, on t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? Vous m'entendez mieux là? Un peu mieux, ouais. Je suis désolé, hein, je suis dans l'ambiance congolaise, donc même si… Ah oui, parce que pour la petite histoire, David est actuellement donc à Kinshasa. On a eu Abidjan avec Elvis. Là, on a David à Kinshasa et nous, on est à Paris. Donc oui, on comprend, on t'écoute. Donc voilà, donc aussi, comme je disais aussi, il y a la culture, parce que c'est vrai que notre culture, on a, je ne sais pas si c'est une culture ou c'est après je ne vais pas parler de politique, mais la colonisation qui nous a mis dans l'état d'esprit qu'on devait être plus employés et plus soumis à des règles qu'on nous impose, que nous-mêmes on impose aux gens. Donc c'est pour ça aussi, j'imagine que ça nous a aussi influencé sur notre manière de fonctionner. Aujourd'hui, même si on a le mindset, on est quand même bloqué par des choses qui ne sont pas propres à nous-mêmes, mais qui sont propres à notre éducation, à notre culture familiale et à notre famille aussi, qui ne nous permettent pas de faire ce qu'on veut. D'accord, c'est très intéressant. Ghislain, t'en penses quoi de ce que dit David? Oui, il a complètement raison. Et moi, je l'ai dit souvent, un peu pour provoquer, et quand on est salarié, c'est un peu comme si on est un esclave moderne. Je l'ai dit souvent, pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte des capacités qu'ils peuvent avoir au-delà du travail qu'ils ont. Moi, je donne vraiment cet exemple. Quand vous regardez dans nos rues, quand vous regardez à Kinshasa, en tout cas dans la plupart des villes de la République démocratique du Congo, la plupart de nos mamans entreprennent. Donc je pense que pour nous, entreprendre, on l'acquiert dès qu'on est petit. Et par contre, pour être un très bon entrepreneur, c'est là où je pense qu'il faut se former et il faut éviter des… Donc,
le piège que nous impose la colonisation, comme a dit tout à l'heure le confrère. Et je pense sincèrement que si on veut aller loin, il faut qu'on forme un nouveau type de leaders ou d'entrepreneurs. Parce que cet état d'esprit d'être entrepreneur, ça s'acquiert au fur et à mesure, avec des expériences, comme j'ai dit toujours, avec des échecs et avec les réussites. D'accord, ok, très bien. Et Mutombo Régis, qu'est-ce que tu penses de ce qu'ont dit nos invités en duplex? Je rejoins un petit peu ce que dit Ghislain. C'est une histoire de capacité aussi, mais surtout de découverte de soi. Ouais. Vous savez, on ne fait jamais certains efforts tant qu'on n'est pas obligé de les faire. Et c'est vrai que dans le salariat, on est assis sous un certain confort en se disant que de toute façon, j'aurai mon salaire à la fin du mois. Quand tu es entrepreneur, c'est un petit peu ce que dit certains, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc, tu es dans certaines situations où tu te dis, je suis obligé de le faire, et si je n'ai pas les compétences, je suis obligé de les acquérir. Et à partir de ce moment-là, tu te donnes les moyens. C'est vrai que quand j'ai été salarié il y a longtemps, mais on ne se donne pas forcément toujours les moyens parce qu'on sait que de toute façon, j'ai juste à faire ça. Après, tout le monde n'est pas amené à être entrepreneur. C'est vrai. Il y a des gens, ils sont salariés, ils sont très bien dans le salariat. Ils sont très bien aussi. Parce que là, on a l'impression, en ce moment, il y a un truc sur les entrepreneurs. Tout le monde veut le devenir et tout ça. Si tu n'es pas entrepreneur, tu as raté ta vie. Alors, mais il y a des gens qui font fortune avec le travail, ou qui utilisent le travail comme tremplin. C'est-à-dire qu'ils arrivent à des postes à responsabilité dans des grands groupes, ils ont réussi à mettre de l'argent. Ils ont une motivation. Le but, ce n'est pas forcément d'être entrepreneur en soi, c'est vraiment d'être motivé pour toujours faire plus. Je veux pas, moi j'ai connu, tu peux être assistante, après tu deviens infirmière, tu veux passer médecin et d'autres tu veux te spécialiser dans plusieurs choses. On est cette génération qui en veut plus. Maintenant il faut que cette énergie et cette volonté qu'on a de toujours en vouloir plus, c'est pas forcément vouloir plus d'argent, c'est vouloir plus de connaissances, vouloir plus de découvertes, vouloir plus de formation. Et forcément, après, tout le reste ça vient par la suite, mais toujours en vouloir plus. Moi, je n'étais pas satisfait, par exemple, d'avoir, on me félicitait d'avoir un média, mais en réalité, ça ne me suffisait pas, moi. Il fallait que je fasse autre chose. Et même quand tu as un média, il faut que tu crées d'autres programmes, il faut que tu crées d'autres contenus, il faut que Et quand tu es constamment dans l'apprentissage, c'est là, en réalité, que tu as une véritable et une grande richesse. D'accord. Et toi, Ursula, qui est actuellement donc à Kinshasa, tu étais à Paris, tu travaillais chez Canal+, tu étais manager chez Canal+, tu es allée à Kinshasa justement pour développer ta société. Est-ce qu'il y a une différence de mindset entre les entrepreneurs de Kin et les entrepreneurs congolais ici en France? Forcément, parce que ce n'est pas les mêmes environnements. Je parle souvent d'environnement, parce qu'il y a quelque chose que Ghislain a dit, c'est nos mamans entreprennent. Et c'est vrai, en fait, tout le monde entreprend à Kinshasa. Même les gens qui sont employés entreprennent. Parce que l'environnement fait que tu n'as pas le choix. Ça revient un peu à ce que tu disais, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Les gens ne se contentent jamais de leur boulot. Ils ont toujours un petit business à côté, ils vendent des trucs, tout le temps. Et ça, c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais envie de dire, je l'ai dit un peu tout doucement, pour moi, c'est dans le sang. Pour moi, franchement, quand tu te promènes à Kin, tu vois des fois des opportunités de business que les gens créent. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et le gars, il gagne peut-être $200, mais il est en train de vivre quelqu'un qui gagne 1 500 $. Parce qu'il a su, en fait, utiliser son petit salaire comme tremplin, comme tu dis, comme fond de roulement, entre guillemets, pour développer quelque chose de plus grand. Et ça m'impressionne. Donc, je ne dis pas que l'entrepreneur ici est moins méritant que celui de la RDC, mais moi, ce que je dis souvent... Mais il est quand même plus favorisé. Exactement. Franchement, en termes d'environnement, tu sais, souvent on dit quand tu as vraiment plein d'obstacles, tu deviens tellement créatif. C'est ça. Et c'est vraiment là que tu vois la créativité dont on parlait des Congolais, c'est que ça ne se limite pas seulement à la musique ou quoi, c'est vraiment dans tous les domaines. Vraiment. D'accord, très bien. C'est très intéressant ce que vous dites donc au sujet du mindset et de cette capacité à toujours aller plus, rechercher plus. Et toujours sur ce thème-là, je me demande, est-ce que les entrepreneurs congolais qui sont ici, finalement, on arrive
saisir les opportunités. Parce que le fait d'être en France ou en Belgique ou en Europe, on a quand même une facilité, la plupart travaillent, on a quand même un cadre qui, normalement, devrait nous permettre d'exceller. Je pense qu'on excelle tous un minimum. Maintenant, quand on parle d'excellence, c'est je pense qu'on est déjà bon. Et c'est pour ça que quand on se regarde, il faut aussi se regarder en se valorisant, en se disant oh, tel est juriste, tel est avocate, tel est médecin. On est en train de faire des choses. Et peut-être on a du mal à se regarder à ce niveau-là, dans le sens où on se dit on n'est peut-être pas encore arrivé. Ça veut dire qu'on a faim et c'est une très bonne chose aussi. Ouais. C'est une très bonne chose. Mais on a envie de faire plus. Mais c'est quelque chose, je vous le dis, que j'arrive pas à faire moi-même. Ouais. Mais pour moi-même, j'arrive pas à le faire. Mais je sais que c'est important de se valoriser quand on regarde en tant que communauté. Il y a des bonnes choses qui se font. En fait, on s'appuie sur ces bonnes choses-là qui se font et sur ces super profils. Je regarde Ursula, je regarde Ingrid, je regarde tel. Je me dis, ok, d'accord, on peut s'appuyer sur ça. Et en réalité, ce que je fais un petit peu avec Business Africa, c'est que je réunis tous ces entrepreneurs-là je dis, vous avez de la valeur. Ouais. Je prends des personnalités, mais je prends aussi d'autres entrepreneurs qui sont moins connus et je les mets en lumière. Et j'utilise la lumière des autres pour eux aussi les mettre en lumière. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on devrait faire tous. Parce que tous, on a une véritable valeur et c'est sur cette valeur-là qu'on peut s'appuyer pour créer justement cette richesse parce qu'on en a. Oui, la mise en lumière des autres. Faire profiter un petit peu quand on a la lumière, de faire profiter des autres de cette lumière-là. C'est un peu ce qu'on essaie de faire au Congo Synergy Club. Franchement, on prend des personnes ordinaires, des gens lambda, mais qui sont bons, qui sont excellents dans tout ce qu'ils font et on essaie de les mettre en lumière. Donc voilà, on essaye à notre niveau. On n'a pas la force de frappe d'un grand média ou d'une grande structure, mais on commence petit à petit. On a commencé à 2 dans mon salon. Et sachant à 3 dans mon salon et sachant qu'il y avait moi et ma sœur d'abord, donc il y avait une personne et puis après on a été 10 et puis 20 et puis voilà et maintenant on est plus de 50 et vraiment c'est vraiment ce que vous dites là, franchement je retrouve en fait l'essence pour laquelle en fait j'ai créé le Congo Synergy Club, c'est exactement ça, pour qu'on se connaisse entre nous, pour qu'on se mette en relation, pour qu'on fasse des synergies et qu'on se donne de la force. Alors voilà, je trouve que c'est une bonne chose que vous puissiez le rappeler. Moi, je l'avais dit, ça n'aurait pas eu le même écho, mais que vous puissiez le dire, ça nous fait très plaisir. Alors justement, on a parlé justement de donner de la force, de mettre les autres en lumière. Ça nous ramène à notre 3e thème que nous allons aborder. C'est donc l'importance du réseau et d'un mentor. Donc, je vous retrouve pour notre 3e et dernière partie donc, de notre live Facebook sur Congolais allergiques à la réussite. Je vous demande quand même de prendre des notes parce qu'à la fin de l'émission, on va quand même répondre à la question est-ce que le Congolais est allergique à la réussite ou pas. Donc, sur ce 3e thème, on va parler de l'importance du réseau, du mentor. Alors, moi, ma question à vous deux dans un premier temps et ensuite, j'interrogerai Chris qui va intervenir en duplex. Vous êtes des personnes qui ont eu la chance d'avoir un mentor. Est-ce que c'est plutôt un réseau qui vous a aidé ou est-ce que vous êtes des self-made minds, c'est-à-dire voilà, vous vous êtes fait tout seul et vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui par vos propres moyens. Toi, Ursula, est-ce que voilà, il y a eu des mains tendues, des anges qui t'ont donné comme ça des opportunités que tu as su saisir? Est-ce que tu as eu un mentor? Est-ce que tu as dû faire jouer ton réseau? Comment ça s'est passé justement? Quelle a été l'importance du réseau, du mentorat? Avant même le mentorat, il y a eu aussi le pouvoir, ce que j'appelle le pouvoir de la représentation. C'est d'avoir un peu des modèles, comme on disait tout à l'heure, des modèles de réussite. Et toi, c'est qui ton modèle de réussite? J'en ai plusieurs, j'en ai beaucoup. J'espère qu'ils sont congolais. Alors oui, j'ai eu la chance pour le coup, dans ma petite carrière professionnelle, d'être managée par des femmes congolaises. Donc ma première expérience professionnelle, c'était au Congo d'ailleurs, en VIE, chez Canal+. Et la DG, c'était une Congolaise. Ouais. La DG actuelle, c'est encore une Congolaise. Donc j'ai beaucoup de mentors à de hauts postes dans des grandes multinationales qui sont congolais. Donc c'est vrai que j'ai eu ça, j'avoue, ça m'a permis en fait de très vite me rendre compte, parce que souvent il y avait ce truc de les Congolais, ils réussissent pas trop, un peu ce truc de allergie. Est-ce qu'il y a souvent des Sénégalais? Moi j'ai vu énormément de Congolais. Il y a un truc que j'avais dit il y a 2 ans et je le redis encore aujourd'hui sur ce plateau.
chez Canal+, dans le groupe Canal+, sur 13 filiales africaines, pendant une période, il y avait 6 DG d'origine congolaise. Et en plus des DG congolais, pour la plupart qui ont fait leurs études au Congo. Donc c'est pour dire que quand tu baignes dans cet environnement-là, facilement, ça devient des grands frères en fait, et des grandes sœurs. Et ils t'ont aidé Et surtout, ils te conseillent déjà. Parce qu'au niveau de salariés, ils te conseillent, ils te donnent des tips pour savoir comment effectivement construire ton réseau, au-delà même de Canal+, parce que souvent ils ont été dans d'autres boîtes avant. Donc du coup, il y a ce truc-là. Donc c'est un mix. Pour moi, il y a 3 éléments. Il y a tes rôles modèles, tes modèles, en gros, le pouvoir de la représentation. Il y a les gens que tu vas contacter qui vont vraiment devenir des mentors, congolais ou pas. Et ensuite, il y a comment tu arrives, grâce à tout ça, à construire ton réseau. Donc c'est vraiment 3 éléments principaux qui font que tu te construis. D'accord. Et toi, Régis, est-ce que tu as eu des mentors? Est-ce que tu as eu besoin, de faire appel à un réseau? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui t'ont aidé, qui t'ont tendu la main, qui t'ont inspiré? Alors, des personnes qui m'ont inspiré, il y en a toujours. Alors, moi, c'est vrai que j'ai vécu 8 ans en Angleterre. Ouais. Avant ça, même si je suis né et j'ai grandi en France, j'étais très américanisé. D'accord. Donc, mes modèles étaient très américains, Puff Daddy, Jay-Z, Sean Carter. Mais c'est des modèles non pas parce qu'ils faisaient de la musique, que j'aimais, mais surtout parce qu'ils arrivent à se diversifier. C'est-à-dire qu'ils créent un label de musique, et puis ils créent une boisson, ils créent une marque de vêtements, et ils font ceci. Et je me dis, mais c'est super ce qu'ils arrivent à faire. Et ils sont acteurs, et en même temps ils sont artistes. Et j'aime cette diversité-là, parce que justement ça me montre à quel point ces gens n'ont pas de limite. Comment quelqu'un qui est juste artiste arrive à devenir acteur. Comment un mec qui est acteur, mais en fait il a aussi il arrive à sortir sa boisson. Et comment il arrive à sortir il a aussi une marque de vêtements. Et finalement il gère 5-6 entreprises. Ça veut dire que ces mecs-là sont super compétents. Moi ça m'a marqué quand je suis parti en 2001, je suis parti aux États-Unis. En voyant tous ces jeunes noirs dans des banques et tout ça, c'est quelque chose que, surtout quand on est dans un contexte francophone français, on ne le voit pas. Et moi, je sors de ma cité, je vais aux États-Unis et je vois toutes ces choses, ça m'inspire beaucoup. Donc, le visuel, parce que bon, je suis dans la communication et les médias, mais je sais que la représentation n'était pas forcément congolaise, mais la représentation pour moi était noire. Et cette représentation-là était très, très, très importante. Et elle a joué un très grand rôle dans moi, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, et me diversifier dans différents secteurs. Donc, oui, il y a la représentation congolaise, je peux comprendre, mais moi, elle n'a pas véritablement été congolaise, elle a été noire de manière générale. D'accord. Et aujourd'hui, toi, après Business Africa, tu as un réseau de malades. C'est super, franchement, c'est une opportunité. Je savais pas je savais que ça allait être quelque chose de bien, mais maintenant, c'est vrai que, étant donné qu'il y a eu plusieurs secteurs, tu rencontres plusieurs personnes. J'ai eu la possibilité de rencontrer des types comme Eto'o, comme Samuel Eto'o, d'autres entrepreneurs qu'on ne connaissait pas, pour le coup, de partout, de Côte d'Ivoire et autres. Et ça a été, c'est une superbe expérience. Et oui, maintenant, le réseau, effectivement, s'est agrandi. Et quand un réseau s'agrandit, les opportunités sont là. Mais ce qui est important de préciser, c'est que il faut déjà, avant de rencontrer un réseau, il faut déjà se construire soi-même. Parce que souvent, on a 2-3 minutes à parler avec une personne importante et on n'aura plus jamais ces 2-3 minutes-là. Et il faut apporter de la valeur. Il faut avoir de la valeur. Il faut aussi se dire, j'ai un réseau, j'intègre un réseau. Qu'est-ce que moi j'apporte aussi au réseau en face? Exactement, la pierre à l'édifice, qu'est-ce que moi je pose sur la table? Ça ne va pas que dans un sens, je ne vais pas vers les gens pour qu'ils m'apportent forcément quelque chose. Et c'est le problème que beaucoup de jeunes entrepreneurs et ceux qui veulent avancer ont. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à apporter encore, mais ils veulent rencontrer. Mais le problème, c'est que quand tu rencontres une personnalité, mais que tu n'as rien à lui dire, tu prends une photo, tu prends un selfie, et c'est fini. Oui, et tu n'as rien à lui apporter aussi, parce qu'on ne va pas se mentir, on vit dans un monde d'intérêt, voilà. Donc, quand on te fait rentrer dans le réseau, c'est parce que toi aussi, tu peux apporter quelque chose à la personne. Et c'est une question que moi, je pose souvent, parce que j'en fais certains, peut-être quand on adhère au Congo Synergy Club. Donc, vous pouvez d'ailleurs adhérer sur le site internet du Congo Synergy Club, donc www.congosynergyclub.org.
quand on adhère, on paye sa cotisation. En fait, ce que je fais, c'est que moi, j'appelle les gens. Parce que j'aime bien le contact, je trouve que j'arrive à cerner les personnalités, ou sinon, quelqu'un d'autre appelle. Mais moi, une des questions que je pose, c'est « Ok, le Congo Synergy Club, c'est ça. On peut vous apporter ça. Toi, qu'est-ce que tu veux apporter au réseau, en fait ?» C'est pas une question piège ou quoi, mais c'est juste pour mettre en lumière le fait que quand tu rentres dans un réseau, c'est pas un service en fait, c'est pas je veux ça, je veux ci, je veux ça, cherche un tel et tout, je distribue de mes cartes et tout. C'est toi aussi, qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu mets sur la table en fait. Et j'ai l'impression que voilà, des fois on oublie un petit peu que quand on intègre un réseau, on prend, on reçoit, mais il faut aussi donner en échange. Et voilà. Mais est-ce que vous pensez que les Congolais ont la culture du réseau? Parce que dans certaines autres communautés, mais le réseau, c'est essentiel. Les gens, ils font des écoles juste pour avoir le réseau de la grande école, parce qu'ils savent après ça comment l'utiliser. Ils connaissent l'importance du réseau. Mais est-ce que vous pensez que nous, on a assez cette culture du réseau ou pas? Je pense que... Vas-y. Je pense qu'on a quand même cette culture du réseau. C'est différent. Ouais. C'est juste que c'est... C'est à la congolaise. Non, vraiment, c'est différent. Chaque communauté a sa particularité. Nous, on a la culture du réseau. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, par exemple, j'ai rencontré des personnalités. Des fois, genre, j'ai rencontré le président de la République de la RDC 4 mois après son élection. Je ne le connais pas du tout. C'est même, souvent, on dit tu as une personne de la personne que tu veux rencontrer. Alors lui, vraiment, j'étais pas une personne du tout. Et je le rencontre. Et en fait, il y a deux choses sur ce côté réseau à la congolaise. C'est qu'après l'avoir rencontré, je me suis rendu compte qu'effectivement, en fait, j'avais plein de gens j'étais déjà une personne de lui, mais je ne le savais pas. Tu vois. Mais ce qui m'a permis de convertir l'exercice de cette rencontre, c'est parce que j'avais déjà un réseau, c'est un réseau de Congolais, de tontons, de tantines, de X et Y, qui le connaissaient pas du tout comme tu aurais pu connaître quelqu'un dans un milieu hyper professionnel. Donc du coup, il y a aussi des fois, il ne faut pas sous-estimer ce que quelqu'un pourrait appeler un petit réseau, tantine, truc. Parce que finalement, des fois, chez les Congolais, tu te rends compte, tu te dis, mais cette personne-là, jamais de la vie, j'aurais pu penser qu'elle aurait pu m'ouvrir cette porte, en fait. C'est ça. Donc il faut vraiment élargir le sens du réseau à pas seulement le truc professionnel de l'afterwork, mais vraiment à l'opportunité, la chance, elle peut se trouver n'importe où, quoi. Ouais. C'est vrai. Après, j'ai une vision un petit peu différente du réseau. Et je le compare surtout aussi aux autres Africains que je côtoie. Il y a quelqu'un qui m'avait fait une anecdote particulière parce que je me dis, mais comment ça se fait que ces Maliens sont autant organisés, sont aussi organisés que ça, et ces Sénégalais? Et on me dit, mais tu te rappelles à l'époque quand on allait chez eux, ils mangeaient tous ensemble dans la même assiette. À l'époque, j'ai trouvé ça, je me dis, mais on ne peut pas manger en plus, on mange avec la main, tous dans la même assiette. Je dis, mais pourquoi? Un vrai Congolais. C'est pas possible. Moi, il faut mon assiette. Alors, eux, ils mangent tous. Mais aujourd'hui, on se pose la question, mais comment ça se fait qu'ils sont aussi soudés, ils arrivent à faire les choses ensemble? Mais ça commence là. Et moi, ça m'a vraiment mis une gifle. Je me dis, mais en fait, c'est vrai. Parce qu'on a un problème dans notre communauté congolaise vivre ensemble, pour beaucoup, même si on essaie de créer des choses, mais on voit que c'est beaucoup plus difficile à faire chez nous que ça se fait chez les autres. Mais pourquoi? Alors, c'est une anecdote, mais c'est une anecdote qui est très frappante quand même. Qu'on se réunisse tous, là, Congolais, et qu'on se dise, on va manger dans la même assiette avec les mains, on ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui le fassent, qui soient capables de le faire. Mais chez eux, c'est quelque chose. Mais ça veut dire aussi le partage. Le partage de la nourriture, mais c'est le partage aussi des connaissances, le partage du réseau aussi que chacun peut avoir, et finalement, c'est le partage de richesses. Mais est-ce que, Régis, tu ne penses pas, désolée, je prends ton... Ah non, mais vas-y. Tu ne penses pas justement, parce qu'il y a effectivement souvent ce truc de Congolais qui ne partagent pas, qui ne se mettent pas ensemble pour faire des choses. Mais après, moi, je suis très positive sur le Congolais. Depuis très longtemps, je suis hyper positive sur le Congo en général. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans une génération où justement, ce genre de propos, on les entend de moins en moins? On voit de plus en plus, je ne sais pas si tu as fait le constat, moi je le constate, on voit de plus en plus de Congolais qui se mettent ensemble, qui font des choses ensemble. Elvis, tout à l'heure qu'on a vu, moi je travaille beaucoup avec Elvis. Alors qu'en vrai, voilà, donc, mais j'ai tu te poses, plein de... il est où le lien en Exactement, mais il y a des projets que je fais, et effectivement... C'est une nouvelle génération. Et il y a ce vent nouveau là qui... je le disais tout à l'heure, mais c'est important, mais c'est vrai que c'est pour ça que je parlais d'une certaine époque, et que maintenant, effectivement, c'est différent.
J'ai eu à travailler avec Elvis aussi. Et on aura. Bah, on décidément, sera Elvis. Voilà. Mais on sera amené à travailler ensemble sur pas mal de choses. Aujourd'hui, je travaille avec Ingrid, j'ai déjà eu à travailler avec elle sur pas mal de choses. Il y a une nouvelle génération, parce qu'on a vu les autres s'organiser, on se dit que c'est pas possible qu'on reste autant séparés. À cause de ça aussi, on se dit, non, il faut qu'on fasse les choses. Il faut que je sois là au Congo Synergy Club, il faut que je me connecte avec Ursula, il faut que je me connecte avec tel, parce que il y a ce manque-là aussi. Finalement, on se regarde, on se dit, est-ce qu'on fait du mieux qu'on peut? C'est cette question. On se le dit personnellement. Je pense que c'est, quand on parlait de détermination tout à l'heure, c'est est-ce que je fais aussi bien que je pourrais faire? Mais finalement, on se dit aussi en tant que communauté, en tant que population, est-ce qu'on fait aussi bien qu'on pourrait faire? Et c'est là où il y a une constante remise en question, et c'est pour ça que le mindset qu'on parlait d'entrepreneur est très important, où il y a une complète remise en question, et finalement c'est une remise en question qu'on ne s'applique pas seulement à soi-même, mais qu'on applique aussi à notre communauté au sens large. Le point de sens large, c'est vraiment essentiel, parce que souvent on voit les strates un peu, ceux qui ont étudié ou autres, et en fait il faut vraiment intégrer tout le monde dans cet aspect de réseau. Donc voilà, c'est la seule chose que je voulais ajouter. Je pense que c'est une très bonne transition vers notre dernier intervenant, Chris, parce que Chris, en fait, il va nous donner un peu une illustration de comment son réseau, en fait, l'a aidé dans ses projets personnels et dans l'entrepreneuriat. Donc Chris, je crois que tu es connecté avec nous. Oui, bonjour tout le monde. Bonsoir Chris, merci d'être là avec nous ce soir. Toi, est-ce que tu peux nous expliquer comment le réseau, en fait, quel rôle a joué le réseau dans ta vie professionnelle ou dans ta vie entrepreneuriale? Moi, le réseau, il a été utile depuis le temps d'enfance. Moi, je suis de famille d'entrepreneurs, mon père est entrepreneur, et depuis très jeune, j'ai compris que à travers son réseau, à travers son expérience, à travers ses paroles, j'allais commencer à apprendre, j'avais déjà une route qui était tracée. Je pense que c'est déjà un premier type de réseau qu'on a. Le premier réseau, c'est déjà la famille. C'est déjà la famille. On ne s'en rend peut-être pas forcément compte, mais juste autour de nous, on a ce moyen d'avoir ces liens privilégiés, ces possibilités, ces opportunités que peut-être d'autres n'auront pas. Ça, c'est déjà une grande richesse. Parce que clairement, concrètement, j'ai entendu parler Régis tout à l'heure, que je salue, c'est une richesse, c'est une ressource. Le réseau est une ressource. Il faut que les gens commencent vraiment à se rendre compte. Moi, là, j'ai parlé par exemple de mon enfance, mais ça a continué au fur et à mesure de ma vie, que ce soit à travers mes formations, mon école, et aussi par rapport à cette association qui est Congo Synergy. Depuis que je suis rentré chez Congo Synergy, dès lors que j'ai voulu mettre en place un projet, je savais tout de suite vers qui me tourner. Ça, c'est quand même quelque chose d'énorme. De se dire que voilà, j'ai un problème juridique, ben ça tombe bien, je connais Leslie, je connais Ophé, je connais X, tout de suite. J'ai un besoin en termes de marketing, tiens, je vais l'appeler Ingrid, tiens, j'ai un besoin en termes de je ne sais quoi, voilà. Ça, juste avoir ce carnet d'adresses-là, c'est déjà une richesse. En plus, pour les personnes qui nous écoutent, ils ont forcément autour d'eux, dans leur réseau ou quoi, ou même dans les personnes qu'ils ont l'habitude de regarder, toujours des modèles de ce type-là. Des personnes qui ont réussi à grandir, mais ils n'ont pas forcément grandi grâce à leurs compétences seuls. Ils ont grandi surtout grâce à leurs équipes, grâce aux personnes qui les entourent. Et ça, c'est quelque chose qui se crée, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qu'il faut, comme vous l'avez bien dit, qu'il faut enrichir. Il faut apporter autant qu'on reçoit. C'est des choses vraiment qui, auparavant, n'avaient pas vraiment d'importance, peut-être à nos yeux, mais qui aujourd'hui doivent être vraiment capitales. Notre génération, comme le disait très bien Ursula, c'est pas la même qu'avant. Nous, on est la génération diaspora, on peut dire ça comme ça, je vais me permettre. On est vraiment la diaspora, donc c'est clairement le futur du Congo qui est en train de se jouer dès maintenant. Et toi, en fait, dans ton entreprise, parce que tu as une entreprise aussi, comment le réseau a joué, en fait tu as eu recours à des compétences de l'asso? Est-ce que tu as fait des rencontres dans l'asso qui t'ont poussé à entreprendre ou poussé à aller dans une direction plutôt qu'une autre? Bien sûr, par rapport à mon expérience personnelle,
j'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai commencé par exemple avec Cause Production, donc ça a été mon premier grand projet par lequel je me suis lancé. J'ai pu avoir directement accès à différentes ressources, que ce soit matérielles, en termes de caméras, en termes de projecteurs, en termes même de compétences, hein, de montage, etc. Des personnes qui étaient là pour me former. Des D'ailleurs, je personnes crois qui que toi pour aussi, m'accompagner. tu as été en lien avec Elvis. Et aussi, voilà, c'était sans transition avec aussi l'aide de Elvis notamment. Là, on avait bien sûr un projet en commun avec Congo Synergie où on a pu mettre en place l'émission qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux qui Euh, traite de sur la journée qui de la traite femme, je crois que c'est toi qui de la avais journée aidé à la production de la femme, avec pour ouais, voilà, Biwan. aussi l'émission qui permettait de mettre en avant les talents congolais. Oui, tout à Donc fait. voilà. Avec B1 aussi notamment. Donc voilà, toutes ces synergies, hein, vraiment ces rassemblements d'énergie ont permis de créer ce genre de projet-là. Et ça, c'est un exemple concret de qu'est-ce que peut apporter un réseau. Moi seul, j'aurais jamais pu le faire. Moi seul, j'aurais jamais pu aller jusque-là. Et je suis conscient que j'ai pu faire qu'un seul pas sur toute la route que j'aurais pu faire. Et je sais que demain, si j'ai besoin d'aller encore plus loin, je ferai appel à Congo Synergie. Parce que, avec ces exemples-là, ça m'a prouvé que je pouvais vraiment avoir confiance en ce réseau. Je pouvais vraiment avoir un cercle de confiance vers qui je pouvais vraiment me tourner pour faire du travail de qualité. Après, je vais un peu nuancer parce qu'on parle de Congo Synergie, du réseau, etc. En fait, tout ça, ça a été possible aussi parce que Congo Synergie, ça fait longtemps que ça existe et qu'en fait, on s'est connus, on s'est fréquentés pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. On se connaît, on sait qui est qui fait quoi. Personne ne peut mentir à l'autre, tu vois, parce qu'on se connaît. Et je pense qu'il y a cette nécessité d'avoir confiance en des personnes pour pouvoir travailler ensemble correctement. Et je pense que la base, en fait, c'est vraiment la confiance, en fait. Et je pense que, voilà, c'est la première étape, en fait. On dit oui, le réseau et tout, etc. Mais vraiment, je pense que quand tu intègres un réseau, d'abord, tu es dans une phase d'observation. Ensuite, tu vas tester les gens, tu vas lui donner un premier rendez-vous. Le gars, il vient pas, il vient en retard, etc. Il y a cette phase de test. Et après, je pense que là, tu peux passer le palier de ouais, ben viens, on travaille ensemble, viens, on bosse ensemble. Et ce que Chris disait, c'est très vrai parce que je crois, j'avais fait le calcul la dernière fois, je crois qu'on avait 9 sociétés qui avaient été créées juste entre des gens qui se sont rencontrés au Congo Synergie. Ah, toi tu fais ça, bah vas-y, viens, on crée un truc nouveau. Et ça, en fait, je pense que c'est aussi une grande force. Alors, on revient quand même à notre... Merci Chris, en tout cas, pour ton intervention et pour le coup, des exemples très concrets sur l'importance du réseau. Et notre thème aujourd'hui, c'était Congolais allergiques à la réussite, point d'interrogation. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir vers nos intervenants et je vais leur demander un mot de la fin. Et est-ce qu'ils peuvent juste répondre en une phrase, est-ce que le Congolais est allergique à la réussite ou pas? Donc on va repartir voir Haris Monga pour qu'il puisse justement nous donner un mot de la fin et répondre ou pas à notre question. Congolais est-il allergique à la réussite ou pas? Absolument pas. Le Congolais a un champ des possibilités tellement large, aussi bien ici en France que là-bas au Congo, qu'il ne peut pas être allergique à la réussite parce que nous sommes, on va dire, condamnés à réussir parce que le Congo a des ressources extraordinaires en termes de compétences. Et il y a juste un besoin de cette énergie que Chris, que tout le monde a évoqué précédemment, pour mettre ça en œuvre, quoi. Il faut juste l'étincelle à chaque fois pour emmener la réussite. Et on peut, je pense, chacun dans nos domaines respectifs, être ces étincelles pour emmener la réussite. Donc non, le Congolais n'est pas allergique à la réussite. Le Congolais a besoin d'une rigueur, d'un cadre, parce que c'est vrai qu'on peut vite se disperser, mais une fois que le cadre est posé, on a énormément de ressources pour avancer. C'est vraiment, pour donner une image, c'est exactement l'image du Congo. Vous voyez ? On parle souvent des ressources minières et tout ça qui sont là et pourtant le pays ne décolle pas. Le jour où on va mettre le feu sur ces choses-là, on n'aura rien à envier au monde entier. Merci Haris, c'est très profond ce que tu dis. Merci. On va essayer de repartir du côté d'Abidjan et poser la même question à Elvis. Ou sinon, on va plutôt passer directement à Ghislain. Ghislain, est-ce que tu peux répondre à la question, est-ce que le Congolais est allergique à la réussite? Et en même temps, en profiter pour nous donner ton mot de la fin, si tu as un message à passer aux personnes qui nous regardent. Voilà,
très rapidement, est-ce que tu peux répondre à la question et nous donner ta conclusion? Comme a dit Aristote, je pense que moi, je reste positif. Je reste positif qu'on a envie de réussir, et surtout dans notre pays où il y a beaucoup de potentiel. Et je sais que ça se voit, hein, ça se voit chaque fois que j'ai fait des voyages là-bas. Et moi, j'encourage notre génération, en tout cas toutes les personnes de notre communauté qui ont bien compris cela, à pouvoir utiliser tous les aspects qu'on a évoqués pendant cette émission, donc le réseau, le mindset, et aussi l'expérience des autres. Et ça aide beaucoup, beaucoup à avancer. Et moi, par exemple, dans mon cas, je sais que si j'ai réussi à passer d'un point A à un point B, c'est parce que j'avais un mentor et quelqu'un qui a pu m'aider, en tout cas au moment où j'avais besoin, de pouvoir vraiment passer, de résoudre les difficultés, de croître en efficacité et d'arriver à avoir un vrai impact. Aujourd'hui, donc, ce que je peux dire, je pense que le Congo, pas simplement le Congo, mais l'Afrique a besoin de nous. Je pense certainement que notre communauté, en tout cas notre génération, a un rôle à jouer. Donc, avec tous les potentiels qu'il y a là-bas, et je reste positif qu'on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup, Ghislain, pour ce mot. Juste pour la petite histoire, Ghislain, vous le voyez comme ça, inoffensif, mais je crois qu'il a 12 sociétés en même temps. Donc, il sait très bien de quoi il parle. On est passé un peu vite sur sa présentation, mais c'est juste pour rappeler ça. Ensuite, on va poser la même question à David Tati. Est-ce que tu as un mot de la fin? Tu peux aussi répondre à la question congolais allergique à la réussite. Alors, ouais, je vais essayer de répondre à la question. Non, je ne pense pas que le Congolais soit allergique à la réussite. Je pense juste que le Congolais a besoin de modèles de réussite. Et je veux remercier à tous les intervenants qui sont venus ici parce que c'est tous des modèles de réussite et on avait besoin de ça dans notre génération et dans les générations avant nous parce que nos parents aussi, à travers nous, ils arrivent à imaginer qu'on peut avoir un Congo meilleur, en tout cas pour les Congolais, et de faire des choses un peu mieux avec les nouveaux modèles qu'on a. Donc je remercie encore, par exemple, le salon de Business Africa qui nous a apporté quand même beaucoup. Ah oui, parce que toi, tu as participé au salon, tu as été un des rares entrepreneurs congolais finalement à participer à ce salon. Bien sûr, parce que c'est une lumière, ouais, voilà. C'est pour ça que je remercie, parce que c'était une lumière pour nous. Je remercie aussi Ursula, je remercie Chris, Harris, Ghislain, toi aussi la présidente de permettre aussi à notre pays d'avoir un peu plus de lumière, parce que c'est vrai qu'au niveau local, pour moi qui suis plus à Kinshasa, les gens manquent beaucoup de modèles. C'est vrai qu'ils essaient de se réfugier sur des modèles qui sont locaux et qui ne sont pas forcément doués de plein de vertus. Mais aujourd'hui, grâce à nous, grâce à la diaspora, surtout j'imagine qu'on peut apporter un nouveau souffle et des nouvelles idées sur le Congo du futur et du comment retirer ce mot allergique à la réussite justement par rapport à ça. Merci David. Voilà. Et donc on va repartir rapidement vers Chris pour son mot de la fin. Ouais, je vais pas être super long. Je vais simplement dire que s'il y a bien un truc que le Congolais n'est pas, c'est allergique. Déjà que le Covid, il n'arrive même pas vraiment à nous attraper. Alors c'est sûr qu'il n'y a rien d'autre qui va nous attraper. Honnêtement, la réussite, moi je pense qu'on est juste sur le chemin de la réussite. Personne n'a dit que ça allait être facile, personne n'a dit que ça allait être rapide. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Ça se trouve, là on est en train de parler, mais sur le plateau, il y aura peut-être des personnes qui apparaîtront à Forbes Africa d'ici peu d'années. Donc là, sachez que voilà, on a eu le temps d'apprendre, mais on continue à monter. On reçoit ta parole. Merci Chris. Maintenant, je vais demander la conclusion d'Ursula. Congolais allergique à la réussite. Je connais déjà ta réponse parce que tu es une optimiste. Donc le Congolais n'est pas allergique à la réussite, mais est-ce que tu as un mot de la fin pour toutes ces femmes qui nous regardent, toi qui es entrepreneur dans un secteur qui n'est pas forcément féminin, est-ce que tu as un mot, un message à leur transmettre aujourd'hui? Moi, je le dis encore une fois, et tu l'as bien dit, optimiste, Congo optimiste jusqu'au bout. Pour moi, c'est dans le sang. La réussite, elle est dans le sang. Malheureusement, on n'a pas l'environnement parfait, et le background culturel ou familial, exactement, pardon, le cadre, merci. Mais c'est dans le sang, en fait. Donc, c'est indélébile. On est tous marqués on a toute cette marque-là de « j'ai envie de réussir ». En tout cas, même quand tu descends au Congo, même la maman qui vend du pain,
J'aime bien parler des mamans qui vendent du pain, parce que ça me prend en trip en fait, de voir la détermination avec laquelle... Il y en a une, elle va te dire, moi, mon fils, je vends des micatés aujourd'hui, enfin des beignets dans la rue, mais mon fils, il étudie en Belgique aujourd'hui. Tu vois, et c'est quand tu vois ça que tu ne peux que te dire que c'est dans mon ADN. L'envie de réussir est dans mon ADN. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire en fait. Et aux femmes qui veulent entreprendre ou qui entreprennent, qui pensent que quand tu es une femme, tu ne peux pas faire telle ou telle chose. Moi, pour avoir entrepris en RDC en plus, où là, tout le monde disait, mais cet enfant, elle est totalement folle. Qu'est-ce qu'elle va aller faire là-bas, entreprendre en RDC avec tous ces requins? Et franchement, je suis comme un poisson dans l'eau. Donc, c'est en nous, en fait. Donc, ne nous mettons pas de barrière. Allons-y. Et toi? Alors, un mot de la fin, allergique à la réussite ou pas? Non, je pense qu'en quelques mots, on se regarde tous et justement, on se dit qu'on n'est pas du tout allergique à la réussite, rien qu'en se regardant. Donc non, le Congolais n'est pas allergique à la réussite, il suffit de se regarder. Merci beaucoup pour ces superbes conclusions. Donc au final, on peut conclure en disant que le Congolais n'est pas du tout allergique à la réussite, mais qu'il doit juste apprendre à saisir les opportunités, qu'elles soient dans son réseau, dans son entourage, qu'il doit aussi saisir les opportunités d'apprendre, de progresser, d'adopter le bon mindset pour pouvoir justement atteindre le sommet. Je tenais quand même à remercier, donc on arrive à la fin de notre live Facebook. Donc je voulais remercier tous nos intervenants qui étaient là depuis Abidjan, depuis Kinshasa, depuis Paris. Et je voulais aussi prendre le temps de vous remercier, vous qui avez pris le temps ce vendredi de nous suivre en direct sur Facebook. Donc la vidéo sera disponible sur le YouTube du Congo Synergy Club. Vous allez pouvoir la regarder en replay. N'hésitez pas à la partager si des personnes n'ont pas pu être disponibles pour regarder le live. N'hésitez pas à la partager. Et je tenais aussi à adresser mes sincères remerciements à l'entreprise, le Creative Shop qui nous accueille aujourd'hui. Donc l'entreprise Film Corporate qui est à la production, qui a produit ce magnifique live streaming et à toutes ces équipes qui étaient derrière à la technique. Donc on vous remercie. Et donc que Film Production, encore une fois, c'est un exemple de synergie parce que le fondateur Mike est membre de l'association Congo Synergy. Voyons, on fait des belles choses au Congo Synergy Club. À très vite, à très bientôt. Au revoir. Une latte cassée, deux lattes cassées, c'est le lit que ma maman a acheté. J'essaie de dormir en oubliant et en pensant que demain sera moins spé. Avec tous ses revenus, oh, elle a mis tous ses revenus, oh.